enregistrer sur cet ordinateur et ensuite partager l'écran sur Safari, partager l'écran. Ok. Bon, Vous bah avez déjà, pas du bienvenue tout à tous. C'est bon, là vous avez. Ouais, c'est bon. Oui, ok, bah allez-y. Bon, bah du coup, bienvenue à tous pour le TUDBH. Donc là, ça va être la deuxième édition. On va partir, il y avait différentes situations que normalement, vous avez eu le sujet dans la semaine. Donc soit vous l'avez préparé, soit dans tous les cas, on va le corriger ensemble. Si vous avez des questions, ce serait bien que vous les notiez, vous les mettiez de côté. On va essayer de vraiment pas y répondre pendant la séance parce que c'est déjà un sujet qui est assez long. Donc on va éviter de faire trop d'intérieur, de s'arrêter trop souvent. On va vraiment répondre le plus succinctement possible, enfin, tout en donnant des réponses correctes. Mais voilà, on va essayer d'aller un peu vite pour que ce soit plus agréable pour vous et pour nous aussi. Donc si vous avez des questions, gardez-les, on y répondra à la fin, ou sinon vraiment, on pourra y répondre aussi en permanence. Donc voilà, on va commencer. Alors déjà, on commence, on va parler de régulation. La régulation, c'est quelque chose d'important. En biochimie, je sais qu'en passé, j'avais tendance à un peu oublier et apprendre juste mes réactions par cœur. Mais mettez un point d'honneur sur la régulation parce qu'il y a des questions dessus et c'est quelque chose qui est important pour la suite en plus, pour comprendre les pathologies, etc. Donc on commence sur une partie sur la régulation. Et on commence cette partie par une petite introduction, histoire de se remettre dans le bain. C'était assez simple, mais c'était histoire de bien se remettre. On va aller un peu vite pour ça. Donc, un petit rappel, la régulation est régie par trois principes principaux. La régulation par modification directe de l'enzyme, celle par contrôle de la quantité d'enzyme et celle par contrôle de la quantité ou d'accessibilité du substrat. Donc, Louise, est-ce que tu peux passer? Oui, il faut que tu me dises parce que on fait ça sous forme d'un petit texte à trous parce que c'était une introduction. Donc la régulation par modification directe de l'enzyme se produit de deux manières. La première étant par interaction allostérique. L'accumulation du produit en aval donc inhibe l'enzyme qui le produit en amont. Se fait le plus souvent sur la première réaction irréversible et pas réversible. Les réactions limitantes qui subissent une réaction allostérique, c'est des réactions irréversibles de la voie métabolique. La seconde manière étant par modification covalente. La durée de l'effet est plus longue que pour les interactions allostériques. Cependant, il faut retenir que, quelle que soit la manière, la régulation par modification directe de l'enzyme est un phénomène rapide et réversible, malgré le fait que la modification covalente soit plus longue. Donc, bref, retenez que c'est un phénomène rapide. La régulation par contrôle de la quantité d'enzymes est un système régulatif plus lent, à l'inverse du premier. Et il est plus lent parce qu'il est sous contrôle hormonal, donc le temps que l'hormone soit excrétée, et transcriptionnel, donc le temps que la transcription soit faite, forcément, ce sera beaucoup plus lent que par modification directe de l'enzyme. Ensuite, la troisième, la principale régulation qu'on peut trouver, c'est la régulation par contrôle de la quantité ou de l'accessibilité du substrat. Ça implique des phénomènes de synthèse, de digestion, mais aussi de compartimentation. On va voir un exemple plus loin. Je peux passer, Louise. Donc voilà, pour finir l'introduction, je vous demandais de me proposer une réaction qui pouvait avoir un exemple, en gros, pour chaque régulation demandée. Mais donc il y en a un, mais il y en avait plusieurs. Et je vous conseille, quand vous voyez vos cours, du coup, de lier du coup, cette petite introduction, vous pouvez aussi voir dans un cours de FEJAS sur la régulation, il parle de ces régulations. Donc, quand vous voyez une réaction, réfléchissez comment la régulation est faite dessus et réfléchissez pas juste ce produit donne ça, il faut bien réfléchir à la régulation. Du coup, un exemple de réaction régulée par interaction allostérique, il y a la réaction de l'acétyl-CoA en malonyl-CoA dans la synthèse des acides gras, qui est catalysée par l'acétyl-CoA carboxylase. C'est la première réaction irréversible de la lipogénèse, donc on a vu que c'était souvent allostérique et c'est le cas. Par exemple, le citrate est activateur, hein, c'est anecdotique, il faut l'apprendre pour vous, mais dans ce cas-là. Un exemple de réaction régulée par modification covalente, il y a la réaction du glycogène vers le glucose 1-phosphate catalysée par la glycogène phosphorylase. Forcément, il y a une phosphorylation, donc il y a une modification covalente. Il y a un exemple de régulation par contrôle de l'accessibilité du substrat. Il y a dans la bêta-oxydation, quand l'acétyl-CoA doit passer la membrane mitochondriale, en fonction si les transférases sont présentes ou non,
on pourra avoir une régulation par contrôle de l'accessibilité du substrat. Mais bien sûr, dans le cours, il y a d'autres exemples. Donc, si ce que vous avez mis est juste, bah, tant mieux. Ah, il faut que tu actives Wissam, Louise. Oh Le non, micro. c'est désactivé. C'est chiant. C'est bon. Ouais, mais j'ai trop peur de dire de la merde. Ok. Donc, est-ce que du coup, on passe à la suite. Donc, il y avait une petite introduction. Je ne sais pas si je vais vous la lire. Non, je pense pas que je vais vous la lire. Enfin bref, voilà, vous tombiez sur un livre et donc, dans le livre, il y a un texte où plusieurs mots sont effacés. Je continue? Ouais, tu peux. Ok, donc là, on avait un petit texte à trous pour faire une petite introduction sur le rôle de l'insuline et du glucagon. Donc, l'insuline est stimulée en situation du coup d'hyperglycémie, pas d'hypoglycémie, et va stimuler les phosphatases. Donc, les enzymes allant dans son sens seront actives sous forme déphosphorylée. Donc, ouais, bien retenir que l'insuline, son rôle, ça va être son rôle, ça va être de baisser la glycémie ou de stocker l'énergie. Donc voilà. Et elle va agir sur les phosphatases qui vont donc faire des phosphorylations. Donc les enzymes qui vont dans le sens de l'insuline seront actives sous forme déphosphorylée. Et à l'inverse, le glucagon il est stimulé en situation d'hypoglycémie. Il va stimuler les kinases, donc les enzymes allant dans son sens seront actives sous forme phosphorylée. Donc voilà, ça c'est vraiment basique. Ce moyen mnémotechnique, je vous le répète tous les jours de votre vie. Mais en vrai, il est quand même important. Il peut vraiment vous aider parce que si vous apprenez juste celle-là, elle est active sous forme phosphorylée, celle-là, elle est active sous forme déphosphorylée, avec le stress du concours et tout, le jour même, vous pourrez l'oublier. C'est dommage, alors qu'un moyen mnémotechnique comme ça, vous le retiendrez. Et donc, pour vérifier ces principes, vous décidez de vous intéresser au métabolisme du glycogène. Et donc là, en premier, je vous demandais quel est le but de la glycogène synthétase et celui de la glycogène phosphorylase. Donc là encore, on reste très basique. La glycogène synthétase, comme son nom l'indique, son rôle, ça va être de synthétiser du glycogène, alors que celui de la glycogène phosphorylase, ça va être de reproduire du coup du glucose 6-phosphate, enfin du glucose 1-phosphate qui va devenir du glucose 6-phosphate à partir du glycogène. Donc restituer le glycogène, on stocke l'énergie, donc on va le stocker, on va le synthétiser avec la glycogène synthétase. La glycogène phosphorylase, on va restituer l'énergie. Laquelle de ces enzymes est stimulée par le glucagon et par l'insuline? Donc, comme je vous le disais, l'insuline, ça va être dans la logique de stocker le glucose, donc de baisser la glycémie. Parce que même si ça peut vous paraître clair, il y en a pour certains, je sais que ça peut paraître un peu moins clair. La glycémie, c'est bien, quand ça se finit en hémi, c'est toujours dans le sang. Donc, la glycémie, c'est bien la concentration de glucose dans le sang. Donc, on va la baisser en stockant ce glucose dans la cellule. Donc, avec la glycogène synthétase, on stocke le glucose sous forme de glycogène. Donc, la glycogène synthétase va être active par l'insuline, vu qu'on cherche à diminuer la glycémie. Et à l'inverse, le glucagon, lui, va chercher à augmenter la glycémie. Donc, ça va être la glycogène phosphorylase. Donc, avec ce que vous saviez par la suite, avec ce que vous saviez, vu que vous avez répondu à la question d'avant, la glycogène phosphorylase, elle va être active sous forme phosphorylée. Et la glycogène synthétase sous forme déphosphorylée. Donc voilà, ça c'était une petite intro. Et donc, cette fois, vous tombez sur la notation suivante. Celui qui souhaite comprendre la régulation métabolique doit être capable de faire 2 pas en arrière, lipogénèse et citrate. C'est bien mystérieux tout ça. Hein. Vous voulez en savoir plus? Hein? Coquin. Ok. Vous ne comprenez pas vraiment où il veut en venir, mais foutu pour foutu, vous décidez de vous intéresser à la lipogénèse. Quelle est l'étape permettant principalement la régulation au sein de la lipogénèse? Donc ça, vous savez que cette étape, ça correspond à l'acétyl-CoA carboxylase, qui aura pour but de former du coup du malonyl-CoA à partir d'acétyl-CoA. Donc une réaction de carboxylase, on va apporter du CO2, on va apporter du dioxyde de carbone. D'accord. Ensuite, je vous demandais, cette étape est-elle induite ou inhibée par le citrate? Donc cette étape, elle va être induite par le citrate. Et donc, pour rebondir là-dessus, je vous demandais dans quel autre métabolisme trouve-t-on le citrate? Glycolyse, non. Cycle de Krebs, oui. Néoglycogénèse, non. Glycogénolyse, non. Voie des pentosphosphate, non. Donc, je vous demandais sous quelle forme l'acétyl-CoA sortit de la mitochondrie pour la lipogénèse. Donc là, vous me répondiez, du coup, vu que vous avez cherché avec vigueur, qu'il sort sous forme de citrate qui sera clivé par la citrate lyase, qui va permettre de refournir de l'acétyl-CoA. Et donc là, pour synthétiser tout ça, je vous demandais, avec connaissance de tous ces éléments, pourquoi selon vous le citrate induit la lipogénèse?
Et donc, pourquoi je voulais en venir là-dessus? C'est pourquoi cette réaction en particulier, en fait, c'est parce que cette réaction, pour moi, c'est un bel exemple de régulation métabolique. C'est le genre d'exemple de régulation métabolique qui vous permet de prendre vraiment. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire 2 pas en arrière, parce que ça vous permet vraiment d'avoir une vision globale sur l'ensemble de la biochimie. Parce que là, on va avoir un régulateur allostérique qui n'a en soi pas grand-chose à voir avec la lipogénèse, mais pourtant, il va quand même intervenir sur la lipogénèse. Donc, si vous comprenez cette régulation, vous comprenez beaucoup de choses, parce que vous comprenez comment les choses s'emboîtent. Le citrate, il va être formé au cours du cycle de Krebs. Je vous rappelle, il va y avoir du coup de l'oxaloacétate, oui, je suis l'oxaloacétate et tout, qui va rencontrer de l'acétyl-CoA, paf, ça forme du citrate. Donc, le but du cycle de Krebs, ça va être de former de l'ATP, former de l'énergie. Donc, si le cycle de Krebs tourne, c'est que la cellule, elle est énergie dépendante, enfin, elle requiert de l'énergie. Donc, si le cycle de Krebs ne tourne plus, ça veut dire qu'il y a assez d'énergie dans la cellule, vu que la cellule ne fait pas marcher les métabolismes s'il n'y a pas besoin d'eux. On est toujours dans une logique d'économie. Donc, si le citrate s'accumule, le cycle de Krebs ne tourne pas, il y a assez d'énergie. Donc, s'il y a assez d'énergie, autant stocker les sources d'énergie. Quelle source d'énergie on a? On a les acides gras. Donc, s'il y a du citrate, autant former des acides gras. C'est pour ça que le citrate va induire la lipogénèse. Mais c'est aussi parce que du coup, l'acétyl-CoA sort sous forme de citrate. Donc, s'il y a du citrate dans le cytosol, ça veut dire que forcément, il y a de l'acétyl-CoA. Parce qu'un précurseur, quand vous avez le précurseur de quelque chose, c'est comme si vous aviez la chose en question. Donc voilà, ça permettait de comprendre pas mal de choses. Et donc, pour finir, vous comprenez alors que c'est BG de Prince de la biochimie, il voulait dire il faut garder une vision d'ensemble et prendre du recul pour comprendre la régulation. Donc là, on passe sur un exercice, encore une fois, pour bien comprendre la régulation allostérique, on fait vraiment dans le gros pour avoir les bases, quoi. Donc là, en gros, c'était une situation où on voulait une potion qui nous donnait de l'énergie, et pour obtenir cette énergie, on mettait du pyruvate, de la pyruvate déshydrogénase, et on obtenait de l'acétyl-CoA. Donc tu peux passer, Loulou, s'il te plaît. Encore? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Du coup, alors c'était encore une fois où il fallait choisir. C'est tout bête, hein, ça allait tout vite. C'était juste pour faire passer le temps quand vous étiez en train de lire et rester concentré. Le substrat de réaction n'est autre que le pyruvate. Un excès de ce substrat engendre donc une accélération de la réaction par régulation allostérique. La quantité du produit possède un rôle inhibiteur de la réaction. Par conséquent, la réaction dans le chaudron ralentit quand la quantité d'acétyl-CoA augmente, vu que c'est un rôle inhibiteur, etc. De plus, si la quantité de PDH est saturée, alors la vitesse de la réaction stagnera. Les quantités d'enzymes représentent donc une limitante maximale pour la réaction. Alors ça, c'est des notions simples, donc on passe, on ne va pas trop s'attarder là-dessus pour pas prendre trop de temps. Donc, en ayant pris connaissance de ces notions de régulation, vous avez pu mener à bien votre préparation, mais quelque chose vous tracasse, il y a des bulles. À quel phénomène leur présence est-elle liée? Alors là, c'était parce qu'il y avait du CO2 qui partait, et je voulais revenir à une notion, c'est comme quand on a de la fermentation de l'alcool, dans les réactions, il y a du CO2 qui part, c'est ça qui fait les bulles dans le champagne, par exemple, parce que la fermentation n'est pas finie quoi, avant la mise en bouteille. Donc voilà, c'était une petite vanne, quoi. Vous avez capté. Vous voilà rassuré, vous pouvez voir cette potion. De quelle manière agit-elle sur le gain d'énergie dans votre corps? Alors là, on va revenir un peu sur ce que disait Wissam. Ça va être le gain d'énergie. Bref, non, c'est après. Excusez-moi, je me suis trompé. En gros, là, le gain d'énergie, c'est tout simple. On a une production d'acétyl-CoA, donc ça va activer le cycle de Krebs par régulation, parce qu'on a dit quand on augmente le substrat d'une réaction, donc là, on augmente l'acétyl-CoA, ça augmente la réaction, et la réaction, c'est le cycle de Krebs, du coup, on augmente, bref. Et le cycle de Krebs va nous fournir de l'énergie. Donc, c'est de cette manière, c'est parce que l'acétyl-CoA va activer le cycle de Krebs. Louise, est-ce que tu peux passer? Donc, ce qu'il faut maîtriser dans la régulation allostérique. Soit une réaction de A vers B catalysée par une enzyme X. Si A est en excès, notre réaction est favorisée, c'est vrai. Si A est en excès, notre réaction est ralentie, c'est faux. Si B est en excès, notre réaction est favorisée, c'est faux. Si B est en excès, notre réaction est ralentie, c'est vrai. Pour ces notions-là, je reviens là maintenant à ce que disait Wissam, c'est que quand je dis A, c'est le substrat ou alors ce qu'il y a avant, et quand je dis B, c'est donc le produit de la réaction ou ce qu'il y aura après. C'est-à-dire que, par exemple, si on a beaucoup de citrate,
ça va aussi, par régulation allostérique, inhiber notre réaction de pyruvate déshydrogénase parce que le citrate est un produit d'une réaction avec l'acétyl-CoA. Genre, faut avoir des coups d'avance, faut voir dans le long terme et pas seulement sur notre réaction. Donc, quand je dis B, ça peut être donc le produit de notre réaction, si on prend la pyruvate déshydrogénase, ça peut être l'acétyl-CoA, comme ça peut être le citrate. En gros, les produits en aval de la réaction vont inhiber notre réaction. Donc voilà, ça c'est un principe qu'il faut bien maîtriser. Ça peut paraître tout con pour d'autres, et pour d'autres ça peut paraître un peu plus compliqué. Pour comprendre toutes les régulations dans la bioche, la régulation historique, c'est vraiment ce qu'il faut le mieux maîtriser dans la biochimie. Voilà. Ces magnifiques photos. D'ailleurs, Wissam, je suis déçu, tu n'as pas fait pas trop de remarques quand on a vu les premières photos au début. Pourtant, tu as passé du temps sur celle-ci. C'est magnifique, je pense que tout le monde va les adorer, ne vous inquiétez pas. Bon voilà, je te laisse Sandy, commencer. Ouais. Et ben du coup voilà, je pense que vous l'avez remarqué, notre petit sujet d'étude magnifique. On va aussi mettre des petites photos. Du coup, tu peux passer. Là, c'était par rapport aux jeunes. Donc là, en fait, le principe d'étude bioche, c'est de bien comprendre que tous les mécanismes, ils fonctionnent en synergie. Il ne faut pas les isoler les uns et les autres. Donc là, on va parler de tout ce qui concerne le jeune. Déjà, je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué, mais dans l'énoncé, on n'a pas écrit une grève de la faim, mais une grève de la faim. Donc, on dirait qu'on n'a rien vu. Quelles sont les enzymes mises en jeu lors d'un jeûne? Donc déjà, moi je vais commencer par toutes celles qui étaient fausses, c'est plus simple. La glycogène synthase, c'est une enzyme de la glycogénogénèse. Alors, quand on est en période de jeûne, on va dégrader, en fait on aura besoin d'énergie, donc du coup on va dégrader nos réserves. Donc on va mettre on va mettre en place tous les métabolismes qui vont dégrader les réserves. Donc, ce ne sera pas la glycogénogénèse qui sera activée, mais la glycogénolyse. Alors, la glycogène synthase, elle est fausse. La pyruvate kinase, c'est pareil, c'est une enzyme de la glycolyse, donc c'est faux aussi. La glucose 6-phosphate déshydrogénase, ça concerne la voie des pentose-phosphates, c'est la première réaction régulée. La phosphofructokinase, c'est pareil, c'est aussi de la glycolyse. Et pour la citrate synthase, c'est une enzyme du cycle de Krebs, donc ça n'a rien à voir non plus. Ensuite, pour celles qui étaient vraies, là, en fait, on va surtout mettre en place la néoglucogénèse et la glycogénolyse. Donc, on peut déjà compter comme vraies toutes les enzymes qui sont engagées dans ces métabolismes-là. Donc, la glycérol phosphate déshydrogénase, elle est vraie, vu qu'en fait, elle transforme le glycérol 3-phosphate en dihydroacétone phosphate, c'est le DHAP, comme vous avez l'habitude de le voir. Donc, c'est dans la néoglucogénèse. La glycogène phosphorylase, c'est dans la glycogénolyse. Je vous les ai entourés, enfin, je ne sais pas si on voit trop bien, mais je les ai entourés sur le schéma. C'était passé dans la glycogène phosphorylase, mais ce n'est pas grave. J'ai pas écouté ce que dans la glycogénolyse, c'est tel qui est régulé. Ensuite, les transaminases, c'est vrai aussi parce qu'en fait, ça va être impliqué dans le catabolisme des acides aminés glucoformateurs. Donc, dégrader des acides aminés, ça produit aussi de l'énergie. Donc, les transaminases, c'est OK. La fructose 1,6-bisphosphatase, c'est une enzyme de la néoglucogénèse. La lactate déshydrogénase, c'est pareil, c'est dans le cycle de Cori. En fait, elle peut être dans le cycle de Cori aussi. Elle permet de transformer le pyruvate en lactate ou l'inverse. Elle marche dans les deux sens. Pour la néoglucogénèse, on avait encore les deux autres enzymes, la phosphoénol carboxykinase et la pyruvate carboxylase. Voilà, ensuite, après avoir passé une bonne nuit à rêver sur comment différencier une couleuvre et une vipère, car oui, on apprend ça en pharmacie, elle se réveille en pleine forme et sauf de savoir, elle se demande qu'est-ce qui s'est passé dans son body de rêve. Donc, au cours du jeûne prolongé, il y a 3 métabolites qui sont mis en jeu. Donc déjà, en fait, quand on vous dit jeûne, c'est exactement ce que vous disait Sandy, il faut vraiment vous dire... Comment ça, il y a des gens qui écrivent? On n'est pas censé pouvoir écrire. Bon, tant pis. Écrivez pas, s'il vous plaît, sur le diaporama. Du coup, c'est exactement ce que je vous disais, Sandy. Quand on dit jeûne, ça veut dire qu'il n'y a plus de glucose. Donc, notre but, ça va être reformer du glucose. Et dans ce cas-là, c'est les mécanismes qu'elle vous disait juste avant ou ceux que je vais détailler juste après. Donc, au cours du jeûne prolongé, il y a 3 métabolites qui sont mis en jeu. C'est le glucide, les protéines et les acides cétoniques. Ensuite, concernant l'utilisation des glucides, entourer les voies mises en jeu lors de cette période, donc c'est ce que je vous disais.
Le but, reformer du glucose. Donc, il va y avoir la glycogénolyse, parce qu'en fait, la glycogénolyse, c'est qu'on part du glycogène et on va le transformer en glucose. Lyse veut dire casser. Donc, on casse le glycogène pour le retransformer en glucose. Et ensuite, pour la néoglucogénèse ou la glycolyse, c'est la dégradation du glucose parce qu'il y a lyse. Et néoglucogénèse, génèse, ça veut dire la création. Et dans ce cas-là, dire qu'on recrée du glucose pour arriver au glucose 6-phosphate. Et quels sont les 3 substrats non glucidiques qui permettront de reformer du glucose? Donc là, dans les non glucidiques, il fallait bien comprendre il ne fallait pas parler du glycogène à ce moment-là. C'est donc le glycérol, les acides gras glucoformateurs et le lactate. C'est les 3 là qui sont non glucidiques. Et donc là, il y a un schéma qui récapitule un peu. Pour celui-là, je voulais surtout mis, déjà je le trouvais beau, et ensuite je l'ai surtout mis parce que je trouvais qu'il résumait vraiment le fait que tout se passait dans le foie. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, que tous ces mécanismes-là, ça va vraiment être le foie qui va tout contrôler. Et donc en fait, dans un premier temps, on va avoir le glycogène qui va se transformer en glucose. Donc ensuite, le glucose, il va aller dans le cerveau, il va aller dans le rein, il va aller dans les muscles. Dans le cerveau, il faut savoir que quand il y aura un jeûne, ça c'est pour votre culture personnelle, je ne suis pas sûre qu'il vous en parle en cours, c'est dans le glucose où il va y avoir du sucre qui va être le plus utilisé dans le long terme. Parce que c'est vraiment celui qui en a le plus besoin. Le cerveau est glucodépendant. Du coup, il faut vraiment qu'il y ait un maximum de glucose dans le cerveau. Donc, c'est quitte à que certains organes en aient moins, c'est vraiment le cerveau qui va en avoir le plus. Donc, voilà. Ensuite, dans un second temps, il va y avoir du coup le glycérol et ensuite, à peine après, les acides aminés, donc qui vont du coup reformer ce que je disais, le glucose, et vont être en surpartie. Et dans un troisième temps, il va y avoir les corps cétoniques à partir des acides gras, qui vont ensuite, du coup, on dit là quasiment que au cerveau, parce que ça sera au bout d'un jeûne déjà qui est un peu prolongé. Donc voilà. Est-ce que je peux enlever les trucs qui se mettent, non? Il y a un petit cœur en haut à gauche, c'est trop mignon. Tu peux continuer. Mince, hop. C'était avant, ouais. Du coup, là, ce qu'il fallait voir dans notre petite promo, c'était surtout après 2 longues journées à attendre. En fait, c'est ce qui va se mettre en place un petit peu plus tard. Donc, comme vient de le dire Louise, il y a d'abord le glucose et ensuite, là, on va mettre en place en fait, l'utilisation des acides aminés. Donc, au bout de quelques heures, le 4e substrat qui intervient, c'est bien les acides aminés. En particulier les acides aminés glucoformateurs. En fait, on va les cataboliser et les transformer en pyruvate ou en n'importe quel intermédiaire du cycle de Krebs. Donc, vous l'avez souvent, je crois que c'est l'alanine et la glutamine surtout, qui vont pouvoir redonner de l'oxaloacétate et tout ça. Et formation de glucose par la néoglucogénèse. En fait, après, voilà, on va reformer du glucose par la néoglucogénèse. Et aussi, ce qu'on pourrait rajouter, c'est que pendant un jeûne, toutes les dépenses énergétiques de l'organisme, elles vont diminuer. Donc, du coup, on aura besoin de former moins de produits. Mais par contre, du coup, tous les besoins du cerveau, en fait, ils vont être couverts par la néoglucogénèse. Ça va suffire amplement. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On veut arriver aux 1000 abonnés. Je force un peu, désolée, je continue. Donc, après plusieurs jours de grève de faim, Dorothy remarque que son haleine devient désagréable. Elle se doute qu'il y a un souci dans son organisme. On ne va pas lui dire, mais c'est un peu plus souvent que quand elle fait des grèves de la faim. Donc, ensuite, qu'aurait-il se passer au bout d'un long moment de jeûne? Donc, en fait, là, c'est ce que je vous disais, donc le 3e mécanisme que je vous ai dit par rapport au schéma tout à l'heure, c'est donc la production d'acide cétonique qui doit arriver vers la fin. C'est ça qui va prendre le plus de temps. Et donc, du coup, pour la question 7, dans des conditions physiologiques, un individu va, du coup, là, vous avez les bonnes réponses, mais je vais quand même vous expliquer, préparer son summer body en dégradant ses réserves de graisse. Et en effet, parce que les réserves de graisse, elles vont être riches en acides gras et du coup, et en corps cétonique. Donc, c'est pour ça qu'elle va préparer son summer body parce que du coup, elle va dégrader ces graisses-là pour pouvoir avoir de nouveau avoir du glucose. Mettre en réserve pour cet hiver les graisses du McDo qu'il a mangé, non. Du coup, on ne va pas mettre en réserve. Si on est en cas de jeûne, ça veut dire qu'il nous en manque. Donc, on ne va surtout pas mettre en réserve. Ensuite, oxyder les graisses de ce fameux McDo. Oui, en effet, on va les oxyder pour pouvoir encore de nouveau reformer du glucose. Transformer ces mêmes graisses en corps cétonique pour mieux réviser les cours de cloche. Oui, c'est ce que je vous disais donc dans un 3e temps.
Et ensuite, utiliser un max de glucose du coca qu'elle a bu par la même occasion. Et ben non, du coup, celle-là, elle n'est pas bonne. Donc, ensuite, pour la partie 2, là, après, ça, c'est quelque chose, c'est entre guillemets un peu hors programme parce qu'on n'ira jamais vous demander quelque chose comme ça. Et moi, je la trouve intéressante parce que nous, par exemple, en pharma cette année, on va vraiment, et même je sais que les médecines, on va vraiment voir les métabolismes au niveau des pathologies et il faut vraiment essayer de comprendre que vraiment une enzyme qui peut bugger, et ben, ça peut provoquer des millions de choses dans le corps et que du coup, c'est super intéressant de pouvoir avoir vraiment cette vision globale de la biochimie pour pouvoir essayer de comprendre au mieux. Et donc voilà, et donc là je vous disais 4 propositions. Et là ce qu'il fallait vraiment comprendre, c'est que à chaque fois dans les petites intros que on vous disait, on disait que tout allait bien, qu'elle était en forme, qu'elle pétait la forme, que tout allait bien. Et là dans le dernier, on vous dit bien que son haleine devient désagréable. Donc ça veut dire qu'il y a un souci. Et en fait, le souci, il peut venir que du coup de la dernière phase qui est les corps cétoniques. C'est pour ça que les 3 enzymes avant, elles ne pouvaient pas être source du problème parce que tout allait bien avant jusqu'au moment où on vient à la dégradation des corps cétoniques. C'est donc qu'il y a un problème au niveau des corps cétoniques. Est-ce que Sandy, moi j'ai pas la correction et je me souviens plus exactement le nom de la maladie qu'on avait. Est-ce que tu peux expliquer un peu? En gros, c'était une halitose. En fait, là, ça veut dire que il y a donc en fait, d'abord, c'est une cétose. Une accumulation de corps cétoniques, en fait, c'est dû à la trop faible utilisation de cela par l'organisme. Donc, du coup, ça va totalement s'accumuler. Et ça sent mauvais, voilà. Elle se traduit par une cétonurie. Donc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de corps cétoniques dans les urines. Et une halitose, c'est les corps cétoniques dans l'air expiré. Donc, d'où la mauvaise haleine. Et voilà, cette maladie, en fait, elle n'altère pas la production des corps cétoniques, mais c'est bien dû à une accumulation de ceux-ci. Et du coup, une mauvaise utilisation. Voilà. Là, en fait, cette question, c'était surtout pour vous faire réfléchir sur qu'est-ce qui va être utilisé tout de suite après, en fait. Après la période de jeûne, si on remange, qu'est-ce qui sera utilisé en premier? Donc, celle qui était vraie, c'était son foie va continuer la néoglucogénèse jusqu'à reformation complète des réserves de glycogène. Ensuite, non, la cétogénèse, elle ne va pas continuer parce qu'en fait, elle se met en place pour compenser le déficit de glucose. Et sauf que maintenant, si elle en réabsorbe, bah forcément, les corps cétoniques, ils sont plus utiles. Donc, ça va s'arrêter. Et elle va consommer en premier les lipides. C'est faux, c'est d'abord les glucides. Je sais pas, je crois que Feujas, il aime bien la phrase « les lipides brûlent sous le feu des sucres ». C'est-à-dire que s'il n'y a pas le métabolisme des sucres, eh ben, on ne peut pas dégrader les lipides. Voilà. Alors, on va passer à la période postprandiale, qui veut dire après le repas. Parfait. Puis on va commencer par le glucose. Donc, le but ici de cet exercice, c'était de regarder le sort du glucose dans l'organisme. Puis à partir de ça, on va pouvoir analyser plein de différentes réactions, puis de voir comment sont régulées, puis qu'est-ce qu'elles donnent. Mais premièrement, évidemment, il faut absorber le glucose de l'intestin à nos cellules. Donc, comme on voit dans cette image, le glucose est pris de la lumière intestinale pour aller dans la cellule épithéliale, donc la cellule de l'intestin, via le transporteur sGLUT1, donc SGLT1. Puis on vous demandait aussi c'est quoi comme type de transport. C'est un transport actif mais secondaire. Qu'est-ce que ça veut dire, actif secondaire? Ça veut dire que le sGLUT, lui, n'utilise pas l'ATP directement, mais utilise un gradient, oui, ça se dit, qui a été créé par une pompe ATPase qui, elle, utilise l'ATP. Donc, comme on peut voir sur la membrane basale de la cellule, on a la pompe N plus K plus ATPase qui crée un gradient de potassium à l'intérieur de la cellule et de sodium à l'extérieur de la cellule. Donc, grâce au déficit de sodium dans la cellule, le transporteur sGLUT va pouvoir emmener le glucose et le sodium en même temps. Et après, pour faire ressortir notre glucose de la cellule, on utilise le transporteur GLUT2, qui lui était, on vous demandait c'est quoi le transport, et c'est une diffusion facilitée, parce que comme c'est représenté, il y aura beaucoup de glucose dans la cellule, donc ça va être facile après de le faire sortir, parce que ça va juste suivre son gradient de concentration.
Donc voilà, on va passer à l'autre slide. Maintenant, on va parler de la glycémie. Donc, comme c'était mentionné, hypoglycémie facile. Nous, on vous demandait, c'est quoi la glycémie que le corps veut maintenir? 5 millimoles. Je pense que c'est un chiffre à se rappeler. On ne sait jamais, il peut le demander en question. Puis après, on demandait, bien, à cause d'une hyperglycémie, à cause de l'augmentation de glucose dans le sang, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est l'insuline qui va être libérée des îlots bêta du pancréas. Donc, la petite photo après sur le bas, ça montre que l'insuline le glucose, pardon, va en effet promouvoir la libération de l'insuline, tandis qu'il va inhiber la libération du glucagon. Et la somatostatine, elle va juste inhiber les deux en même temps. Mais c'est pas Ici, on parle plus de l'insuline. Donc, si on va à la prochaine slide, on vous demandait les effets de l'insuline. Donc, juste les nommer comme ça, c'est un peu compliqué, en effet. Donc, c'est pour ça que je vous avais recommandé de faire l'exercice, puis à chaque fois que vous voyez différentes réactions, de reprendre des notes, puis de comprendre qu'est-ce qui se passe avec l'insuline. Donc là, je vous l'ai juste toutes mis, voir si vous avez pu les voir. Donc, en effet, en premier, elle va activer la transcription du transporteur GLUT4. On va le voir, mais le GLUT4 va permettre le transport de glucose à l'intérieur des cellules, surtout les cellules musculaires, les cellules du tissu adipeux et les cellules du cœur, si je ne me trompe pas. Ensuite, elle va activer l'enzyme glycogène synthèse, oui. Donc ça a été mentionné par Émile Lewisham, je vais passer. Elle active la lipogénèse via l'acide gras synthase. Elle va activer aussi la HMG-CoA réductase dans la production du cholestérol. Donc oui, en effet, quand tu manges beaucoup de glucose, tu vas commencer à faire des grasses et du cholestérol. Elle va activer évidemment la glycolyse, ça a été mentionné. Et finalement, elle va inhiber la néoglucogénèse parce que s'il y a beaucoup de glucose, on ne veut pas faire du nouveau glucose. Donc voilà. On va passer maintenant à la distribution du glucose. Donc, on va analyser vraiment ce diagramme pour comprendre qu'est-ce qui se passe une fois que le glucose est rendu dans ton sang. Donc, je m'excuse, Louise, je pense qu'il y aurait beaucoup de clic-clic. Mais est-ce qu'à la rigueur, tu veux que je montre en même temps que ce que tu dis? Ben, genre, je pense que tu vas voir, c'est tout organisé. Ok, pas de soucis. Donc, tu me dis quand je change. Je que je mets ça à l'avance, il y aurait beaucoup de clics pour toi, mais comme ça, okay. c'est organisé. Donc, next. Donc, on va commencer par ceci. Voilà, parfait. Donc, next. Donc, on sait que le glucose, quand il arrive dans la cellule, il va se faire phosphoryler, soit par la glucokinase, mais celle-là, elle est juste présente dans le foie, ou soit par l'exokinase, qui est seulement présente dans le muscle. Donc, l'exokinase sera inhibée par le glucose 6-phosphate, qui se produit par la réaction, et sera activée par l'insuline. Parce que je pense que c'est logique. Si vous ne comprenez pas, on peut revenir plus tard. Sinon, la glucokinase dans le foie, elle ne sera pas inhibée par le glucose parce que, comme on l'a mentionné, le foie va produire du glycogène. Donc, on veut absolument beaucoup de glucose qui va rentrer pour faire du glycogène. Donc, elle ne va pas être rétrocontrôle négatif. Parfait, next. Donc, maintenant, on va se tourner pour ce qui se passe après avec le glucose 6-phosphate. Et on va voir pour aller au pyruvate. Donc, next. En fait, reviens à la slide avant. Donc, pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, tu as le glucose 6-phosphate. Si on est dans l'activité, parce que là, on est en phase postprandiale, tu as mangé, tu as plein de glucose dans ton sang, puis si tu t'assis puis tu fais rien, la voie qu'on voit de glucose 6-phosphate à pyruvate à ATP va avoir lieu seulement vraiment s'il y a un effort physique. C'est sûr qu'il y aura toujours un niveau basal qui va se produire, mais ça va être l'effort physique. Après le glucose 6-phosphate,
en phase postprandiale quand tu t'assieds et tu fais rien. Il va être surtout soit utilisé pour faire du glycogène, utilisé pour faire du NADPH, ou utilisé pour faire des acides gras et du cholestérol. Donc, on va commencer par voir si tu feras un effort physique, qu'est-ce qui va se passer pour aller au pyruvate. Parfait. Donc, on sait que, ça, je vous montre un peu en fait, la régulation de la PFK1. Dans la glycolyse, vous vous souvenez qu'on arrive à un moment donné à un point où est-ce qu'on a du fructose 6-phosphate. Donc, ce fructose 6-phosphate va être transformé en fructose 2,6-biphosphate via la PFK2. Et ce fructose 2,6-biphosphate va pouvoir activer après la PFK1 pour après faire plus de fructose 1,6-biphosphate qui va se rendre à la glycolyse. Et en même temps, la PFK1 va être activée aussi par l'insuline, évidemment, et inhibée par l'ATP, le glucagon et l'alanine. Donc, next. Une autre enzyme importante pour savoir la régulation, c'est la pyruvate kinase. Donc, je vous ai mis un peu encore un petit schéma. Oups, j'ai oublié d'effacer quelque chose. Donc, elle va être activée par l'insuline et le fructose 1,6-biphosphate, tandis qu'elle va être inhibée par le glucagon, l'ATP et l'analine. Donc, c'est toujours un peu la même logique. Les enzymes vont être activées par une accumulation de leurs réactants, puis ils vont être inhibés par une accumulation de leurs produits. Donc, c'est ça. Prochain. Maintenant, on va regarder notre glucose 6-phosphate va faire du glycogène. Puis ça se passe plutôt dans le muscle et dans le foie. En fait, seulement dans le muscle et dans le foie. Donc, voyons voir ceci. Next. Parfait. Donc, je pense que ça a été couvert par Wissam et Émile, donc je ne vais pas trop m'attarder à ceci, mais la glycogène synthase, c'est elle qui produit le glucose, va être activée allostériquement par le glucose 6-phosphate. À noter qu'elle n'a pas d'inhibition allostérique, pardon. Et elle va être activée par une régulation hormonale via l'insuline, comme ça a été mentionné, par sa déphosphorylation, et le glucagon par sa phosphorylation. Donc, je ne vais pas m'attarder trop à ce schéma. Ça vient de votre cours de toute façon. Donc, voilà. Next. Donc, après, le glucose 6-phosphate peut aussi prendre la voie des pentases 6-phosphate pour faire du NADPH, qui va être intéressant pour le stress oxydatif, mais aussi pour être utilisé dans la synthèse des acides gras, parce qu'il produit du NADPH et le NADPH va être utilisé comme coenzyme dans la lipogénèse. Donc, voyons voir comment le glucose 6-PDH, on va l'appeler comme ça, est régulé. En fait, c'est très simple. Il va sûrement être activé par le NADP+, parce que, évidemment, s'il y a beaucoup de NADP+, ça va drive la réaction par la production et l'utilisation du glucose 6-phosphate. Donc, très simple. Parfait. Next. Bon, finalement, le glucose 6-phosphate peut être utilisé pour la formation de cholestérol ou d'acide gras. Ceci se fait via la production de pyruvate et puis d'acétyl-CoA. Puis si on se souvient un peu de le cours de FUJA sur les métabolismes énergétiques, on parle de la pyruvate déshydrogénase. Donc, c'est elle qui va catalyser la réaction du pyruvate à l'acétyl-CoA. Voyons voir sa régulation. Parfait. Donc, elle a différents activateurs allostériques, étant l'ATP et l'AMP, le NADP+, et le CoA, le CoA en fait. Donc, ça montre que quand la cellule est basse en énergie, de par l'accumulation d'ADP, de NADP+, la PDH va être activée. À l'inverse, elle va être inhibée par l'ATP, la NADH et l'acétyl-CoA. La PDH, est-ce que je dis beaucoup, vous voyez? Je sais pas, peut-être que je le dis trop. Anyways, on va continuer. La PDH a aussi des activations versus inhibition hormonale.
via encore l'insuline et le glucagon. Parfait, on continue. Deuxième finalement, on va faire la production de cholestérol via l'enzyme HMG-CoA réductase. Voyons voir sa régulation. Donc, en fait, à savoir qu'elle est régulée différemment si on est dans le foie ou dans les tissus périphériques. Dans le foie, cette enzyme est activée par l'insuline, encore via sa déphosphorylation, et est inhibée par le glucagon. Tout ça, je ne sais pas si vous voyez un pattern, mais souvent l'insuline va activer la production de cholestérol, de glycogène et d'acide gras, et l'inverse, le glucagon va inhiber. Et si on est dans les tissus périphériques, la HMG-CoA réductase, sa régulation se fait via la transcription. Donc, quand il y a beaucoup de cholestérol dans la cellule, soit parce que la cellule en fait, ou soit parce qu'il rentre via les LDL récepteurs, ce cholestérol va inhiber cette enzyme via le SIRBP. Je ne sais pas si vous l'avez vu en classe. C'est le Sterile Response Element Binding Protein. Donc, la présence de cholestérol, ça va inhiber cela. Et donc, ça va inhiber la transcription dans le nucléus. Je ne pense pas que les détails sont si importants. Parfait. On continue avec finalement la production des acides gras. Là, je pense que ça a aussi été mentionné par Émile et Wissam, donc je vais passer assez rapidement. Mais en effet, la régulation se fait principalement en fait sur l'enzyme acétyl-CoA carboxylase. Donc, comme il avait mentionné, elle va être activée par le STRAT et inhibée allostériquement par l'acétyl-CoA, et aussi régulation hormonale via insuline et glucagon. Donc, je pense que vous voyez un peu un pattern qui se passe. Ça revient un peu toujours au même. Donc, voilà. Je n'ai pas vraiment suivi exactement ce que le tube bioche, les questions du tube bioche, mais de toute façon, ça va être sur le drive. Donc, vous pourrez regarder plus précisément. Je vais vraiment vous montrer une vue d'ensemble de ce qui se passe avec le glucose et après avec le glucose 6-phosphate dans les différents tissus. Mais les réponses plus spécifiques vont se trouver sur le tube bioche, donc vous pouvez aller voir tout ça. J'espère que c'était clair. J'ai essayé de ne pas trop m'attarder à des choses parce que je sais que ça peut être répétitif et un peu ennuyant des fois, surtout la régulation. Mais j'espère que ça a pu vous aider. Je pense que c'est tout pour moi. Voyons voir. Next. Attendez. Est-ce que vous voyez que mon ordi bug? Oui. Désolée. Juste, les loulous, si vous pouvez éviter d'écrire sur l'ordinateur, parce qu'en vrai, après, ça va être remis sur le YouTube et c'est un peu pénible s'il y a des trucs qui vont dans tous les sens. Donc voilà, merci. C'est ça, voilà. Alors du coup, pour la suite, on était toujours sur l'adaptation métabolique en période postprandiale, mais cette fois-ci, en fait, on s'intéressait aux lipides. On a fait le choix avec Claudel, du coup, de bien développer la partie sur les glucides et sur les lipides, mais après, vous pouvez aussi, vous de même, raisonner avec les protéines, par exemple. Du coup, je vous posais déjà une question de biochimie structurale, simplement pour faire des petits rappels, en vous demandant ce qui était le meilleur entre l'huile de lin ou l'huile de palme. Donc, je ne sais pas si c'est Feujas qui vous a fait les cours de biochimie structurale là-dessus cette année, mais en gros, c'est important de savoir que l'huile de palme, du coup, c'est un acide palmitique à 16 carbone, et que du coup, c'est un acide gras saturé, et en général, les acides gras saturés, on les appelle mauvais gras. Et par contre, l'huile de lin, du coup, c'est un acide, enfin, l'huile de lin est composée, d'acide linolénique. Du coup, c'est un oméga 3. C'est un acide gras insaturé. Du coup, en général, on les appelle les bons acides gras. Et du coup, il a comme caractéristique d'être protecteur du système cardiovasculaire. Donc, c'est l'huile de lin qui est la meilleure nutritionnellement. Dans la suite de l'exercice, du coup, on s'intéressait à l'huile de palme et je vous posais quelques questions pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe après manger
dans votre organisme par rapport à cette huile de palme. Donc, par rapport à la première question, je vous demandais est-ce qu'elle allait subir justement les lipides dans la lumière intestinale. Donc, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous allez vous manger vos lipides, ils vont se retrouver dans votre lumière intestinale. Et en fait, dans la lumière intestinale, il va y avoir une première dégradation. Ça correspond au stade 1 du catabolisme. Ça veut dire qu'en fait, les lipides ils vont d'abord être dégradés en plus petites molécules, et notamment en acide gras et en glycérol pour pouvoir être après diffusés dans la suite de l'organisme. Donc après, je vous demandais dans la question B, après passage dans la lumière intestinale, dans quels tissus peuvent se diriger les acides gras? Donc en fait, c'est super important de garder en tête que les acides gras, du coup, c'est des agents énergétiques super importants qui vont pouvoir être réduits et oxydés dans plein de tissus. Et par exemple, les acides gras, ils vont pouvoir se diriger vers les tissus adipeux, vers le foie, vers les poumons, vers les muscles aussi, comme le cœur. Donc, faut vraiment garder en tête que du coup, c'est vraiment un agent énergétique, mais majeur de votre organisme. Pour la suite, je pense qu'on peut changer de diapo. Je vous demandais du coup, en période postprandiale, quelles voies métaboliques vont être impliquées pour métaboliser les lipides? Bon, du coup, là, il y a un peu de redite. Ce qu'on peut faire, Louis, c'est passer sur la diapo parce que j'avais essayé de rendre le truc un peu plus cool. Je vais aller super vite là-dessus parce que du coup, ça va être la 3e fois qu'on vous le dit. Mais ce qui va se passer, du coup, c'est que les lipides, ils sont dans votre lumière intestinale. Et ce qui va se passer, c'est que ils vont, donc, comme je vous l'ai dit, dégrader en acide gras avant de diffuser dans les tissus. Et en fait, quand vous mangez, déjà, le premier objectif, ça va être de produire un peu d'énergie. Si vous mangez en général, c'est que vous avez besoin d'énergie. Donc, vos acides gras, ils vont être métabolisés par la bêta-oxydation pour produire de l'acétyl-CoA. Comme on vous l'a dit, l'acétyl-CoA, il va aller dans le cycle de Krebs pour produire de l'ATP. Mais si vous mangez beaucoup de lipides, vous allez faire fonctionner beaucoup votre bêta-oxydation. Du coup, vous allez avoir une grande production d'acétyl-CoA et du coup, cet acétyl-CoA, il va se retrouver sous la forme de beaucoup de citrate. Et du coup, comme on vous l'a dit, le citrate, en fait, c'est super important parce que c'est un activateur allostérique de la lipogénèse. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous avez beaucoup d'acétyl-CoA, vous allez avoir beaucoup de citrate qui va permettre de stimuler la lipogénèse et donc de stocker les lipides dans les tissus adipeux. Donc ça, c'était juste un espèce de petit dessin pour essayer de rendre le truc un peu plus cool. Mais voilà, il faut vraiment voir les cycles comme plein de petites étapes et essayer de bien visualiser pour essayer de bien comprendre dans quel compartiment ça se passe et comment tout ça s'est régulé. Mais du coup, pour cette partie, je pense que vous avez bien compris parce que c'est la 3e fois qu'on vous l'explique. Donc, je ne vais pas m'acharner plus là-dessus. Pour la suite, c'est comme Camille qui a fait tous les dessins pour vous. Donc, je sais pas si après tu pourras les déposer sur le draft, qu'ils puissent les récupérer. C'est super chouette tes schémas quand même. Oui, après c'est assez grossier parce que du coup c'est simplement pour résumer très vite, mais voilà, c'était juste comme ça. Dans la proposition D, je vous demandais quelle était la finalité de la bêta-oxydation. Ah ouais, du coup c'est dans la diapo d'avant, mais c'est pas très grave. En fait, c'est super important aussi de bien avoir en tête, comme on vous l'a déjà dit, la finalité de chaque voie métabolique. Genre que savoir, du coup, la bêta-oxydation, ça va permettre de former de l'acétyl-CoA. Et l'acétyl-CoA, ce qui est important à retenir, c'est que c'est un véritable carrefour métabolique. Donc là, vous devez commencer aussi à comprendre que l'acétyl-CoA, il va pouvoir s'engager dans la voie de la cétogénèse, dans la voie de la lipogénèse, il va pouvoir s'engager dans le cycle de Krebs pour produire de l'énergie. C'est un peu comme le glycosylphosphate, si vous voulez, il faut vraiment avoir en tête que c'est un véritable carrefour métabolique et que du coup, à partir de cet acétyl-CoA et des besoins de l'organisme, on va pouvoir avoir plein de devenirs possibles avec ces molécules. Du coup, voilà pour ces petites questions. Alors ensuite, c'était un peu plus compliqué. Je vous demandais donc, si l'on considère qu'une tartine contient 3 acides palmitiques, combien d'acétyl-CoA seront formés après action de la bêta-oxydation? Alors là, dans la correction, du coup, j'ai synthétisé parce que dans la suite de l'exercice, je vous demandais en fait de réaliser le bilan énergétique de l'oxydation de 3 acides palmitiques. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai concentré tout ça dans cette diapo pour qu'on aille un peu plus vite. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait plusieurs solutions. Soit option 1, déjà, on s'intéresse à un acide palmitique.
Et on utilise bêtement la formule du cours qui nous dit que pour l'oxydation complète par bêta-oxydation d'un acide gras saturé, on va former 14N moins 6 ATP. Donc, soit vous savez cette formule et vous appliquez bêtement la formule, ou soit, on verra après, vous raisonniez justement en sachant toutes vos étapes de la bêta-oxydation et vous retrouviez le bilan comme ça. Du coup, en fait, ce qui était important, c'est de bien raisonner sur un acide gras et à la fin, on raisonnait sur les 3. Donc, pour appliquer la formule, le 14N moins 6 ATP, c'est important de bien comprendre. Le N, en fait, il va correspondre au nombre d'acétyl-CoA. Vous savez qu'un acide palmitique est composé de 16 carbones et que dans un acyle-CoA, il y a 2 carbones. Donc, automatiquement, avec un acide gras saturé, vous allez former 8 acétyl-CoA. Donc, à partir de ça, vous pouviez remplacer dans la formule 14 fois 8 moins 6 ATP. Et donc, on avait la formation de 106 ATP. Et pour 3 acides palmitiques, il suffisait de multiplier 106 fois 3, ce qui nous donnait 318 ATP. Pour l'option 2, si vous aviez oublié la formule ou que vous étiez vraiment déter avec chaque étape de la bêta-oxydation, il fallait raisonner, du coup, comme je vous l'ai déjà dit, étape par étape. Pour chaque tour de bêta-oxydation, pour un acide gras saturé, on va former N-1 FADH2. Donc, N-1 FADH2. On sait que notre N vaut 8, donc 8-1 fois 1,5, plus 8-1 fois NADH. Le NADH, on sait que ça vaut 2,5 ATP, ce qui nous donnait un total de 28 ATP. De plus, on sait qu'avec un acide gras, on a formation de 8 acétyl-CoA. Comme on vous l'a déjà dit, chaque acétyl-CoA va s'engager dans un cycle de Krebs pour produire de l'ATP. Donc, si on a 10 ATP formés à chaque cycle de Krebs et qu'on a 8 acétyl-CoA, on va avoir automatiquement formation de 80 ATP en plus. Ce qui nous donne, j'espère que vous me suivez encore, 108 ATP. Et ça va être super important du coup de ne pas oublier de soustraire les 2 ATP. Les 2 ATP, en fait, ils vont être nécessaires à l'activation de votre acide gras sous forme d'acyle-CoA, ce qui nous donnait 106 ATP et 106 ATP fois 3 acides palmitiques, ce qui nous donnait un total de 318 ATP. Donc, on retombe bien sur nos pieds, peu importe l'option utilisée. Donc là, ça peut paraître peut-être un peu compliqué comme ça, mais si vous le reprenez tête reposée, vous allez voir que c'est assez logique et c'était finalement pas très compliqué. Du coup, on peut continuer. Après, je vous demandais si la bêta-oxydation aurait-elle été la même si on avait consommé de l'huile de lin. Du coup, non, parce qu'en fait, ça va être super important. Pardon, ça va être super important de comprendre que du coup, la bêta-oxydation, elle est différente si on a des acides gras saturés ou des acides gras insaturés, pardon. Et si les acides gras sont insaturés, il va falloir regarder si les liaisons sont numérotées paires ou si elles sont numérotées impaires. Dans ce cas-là, on va avoir intervention d'enzymes en plus pour déplacer les doubles liaisons. Donc, dans le cas de l'acide linolénique, comme c'était un acide gras insaturé, on allait avoir intervention d'enzymes en plus pour un déplacement de la double liaison. Donc voilà, c'est important d'avoir ça en tête, savoir que la bêta-oxydation, elle va être différente selon la caractéristique de votre acide gras. On peut passer à la suite. Pardon. Alors, oui, dans la suite, je vous demandais... enfin, non, je ne vous demandais pas. Du coup, on s'intéressait à comparer un chocolat chaud rempli de glucose avec une tartine d'acide palmitique, donc remplie de lipides. Il fallait justifier si les réponses, elles étaient vraies ou fausses. Donc, la proposition A, elle était fausse. Le pyruvate issu de la glycolyse est la principale source d'acétyl-CoA. Donc, ça, c'est faux. La glycolyse, elle permet bien la formation d'acétyl-CoA, mais ça ne va pas être la principale source. La principale source, je vais y arriver, ça va vraiment être la bêta-oxydation. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. La proposition B, elle était fausse aussi. Tu n'as pas besoin de pyruvate pour produire ton énergie. L'acétyl-CoA issu de la bêta-oxydation suffit à faire tourner le cycle de Krebs.
Alors ça, c'était faux parce que, en effet, la bêta-oxydation, comme on vous l'a déjà dit, elle va permettre de former de l'acétyl-CoA qui va pouvoir s'engager dans le cycle de Krebs. Mais votre cycle de Krebs, il est rien sans le pyruvate qui permet la formation d'oxaloacétate. Donc, encore une fois, là, on vous soulignait la synergie importante entre les différentes voies métaboliques. Pour la proposition C, qui était vraie, l'acétyl-CoA obtenu par la bêta-oxydation ne s'oriente pas toujours dans le cycle de Krebs. Donc c'est vrai, donc selon les besoins de votre organisme, il va pouvoir s'orienter vers la cétogénèse, l'hypogénèse. Enfin, je ne m'acharne pas là-dessus, comme on vous l'a déjà dit plein de fois. Et proposition D, la consommation d'un chocolat chaud composé de 8 glucoses permettra une plus grande production d'ATP que ta tartine de 3 acides palmitiques. Donc ça, c'était simplement un petit rappel par rapport au bilan énergétique de l'oxydation complète d'un glucose. Vous savez qu'on peut former 30 à 32 ATP selon la navette utilisée. Si on considérait qu'on formait 32 ATP, 8 fois, donc 32 fois 8 fois notre nombre de glucose, on avait un total de 256 ATP, donc ce qui était inférieur à 318 ATP, ce qu'on a trouvé dans la question juste avant. Donc ça, c'était faux. Ensuite, je vous avais mis un petit texte à trous, voilà, qui permettait un peu de récapituler la régulation de la lipogénèse. Je pense que je ne vais pas reperdre du temps à vous le relire parce que vous avez déjà eu un texte comme ça, un peu analogue. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas perdre de temps parce qu'on vous a déjà donné beaucoup d'informations. Tout ça, ça a déjà été dit. Donc voilà, de toute manière, tout sera sur le drive, mais ça résume vraiment bien du coup tout ce qu'on vient de dire. S'il y en a qui voulaient prendre en photo, c'est bon. Alors, dans la partie 2, je trouvais que c'était important du coup de bien faire le lien avec le métabolisme des lipoprotéines pour, encore une fois, dans le but d'avoir une vision globale sur les cycles. Parce que du coup, c'est vrai que le métabolisme des lipoprotéines, on va vraiment pouvoir le coupler à celui des acides gras. Donc, dans la première question, je vous demandais qui permet le transport dans le sang des lipides. Bon, bah, du coup, là, j'ai un peu donné la réponse, mais voilà, de toute façon, vous l'avez sur le diapo. Donc, c'est les lipoprotéines. Dans la question 2, je vous demandais quelle lipoprotéine assure le transport des acides gras alimentaires vers les tissus. En fait, là, c'est important de comprendre que du coup, vos kilomicrons, ils vont permettre justement le transport des acides gras alimentaires, donc des lipides que vous venez de manger, vers les muscles et vers les tissus adipeux. Tac. Et ensuite, pour finir, c'était encore une fois des propositions à dire si elles étaient vraies ou fausses en essayant de justifier. Les TGD entrent directement dans le muscle et permettent la formation de CO2 par oxydation des acides gras. Alors, c'est faux. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ne vont pas rentrer directement dans le muscle, mais qu'on va avoir intervention d'une lipoprotéine lipase qui va permettre leur clivage en acides gras. Ensuite, ils vont pouvoir entrer sous forme d'acides gras ou ils seront oxydés ou stockés selon la cible ou selon leur cible. Pour la proposition B, les acides gras délivrés par les kilomicrons au tissu adipeux seront oxydés en CO2. Alors ça, c'est faux. Dans les tissus adipeux, du coup, vos acides gras, ils vont être principalement stockés via la voie de la lipogénèse. Et pour la proposition C, l'apport des acides gras dans le foie se fait par synthèse de novo ou par remenant des kilomicrons. Alors ça, c'est vrai. Du coup, les remenants, il faut vraiment les voir comme des espèces de résidus des kilomicrons de tout ce qui reste et qui vont, après avoir distribué tous vos acides gras alimentaires au tissu, donc aux muscles ou au cœur, retourner vers le foie, ramener tout ce qui reste. Du coup, en général, moi, j'ai essayé de me dire que c'était des espèces de résidus. Alors, du coup, ça fait peut-être beaucoup d'informations, mais il faudra peut-être essayer de reprendre ça, du coup, peut-être reposer un peu plus doucement pour bien comprendre le bilan énergétique. Mais voilà, vous affolez pas, pardon, si vous manquez des infos ou s'il y a des choses que vous n'avez pas encore tout à fait compris. Je pense qu'avec un peu de temps, ça ira au top le jour du concours. Ok, donc on va passer à la suite. Je voulais juste vous dire, là, on va très vite. On essaye de
En fait, on essaye de vous prendre le moins de temps possible. Donc, si vous intégrez pas tout sur le moment, c'est tout à fait normal. Après, on va mettre très vite notre correction sur le drive qui est assez détaillée et que vous pourrez reprendre à tête reposée. Donc, paniquez pas si là, vous intégrez pas tout. Et c'est sûr que ceux qui écrivent sur le diapo n'aident pas forcément à la concentration. Donc, s'ils pouvaient arrêter, ce serait quand même cool qu'on puisse tous être dans des bonnes conditions, même pour nous, être concentrés pour pas vous dire des conneries et vous pour essayer d'être concentrés au max, même si c'est compliqué vu la dose d'infos qu'on vous donne. Mais voilà, donc on va passer à la correction sur l'exercice physique. Je sais que c'est un truc dont vous n'avez pas forcément l'habitude en ce moment dû à la charge de travail que vous avez, mais ça va revenir et puis ça fait toujours du bien quand même quelques fois par semaine. Donc la première truc, du coup c'était un vrai faux au début. Du coup, la première proposition c'était l'hormone du sport et le glucagon. Alors non, l'hormone du sport, ça va être l'adrénaline. En fait, le glucagon, il va être surtout, ça va être surtout l'hormone du jeûne. Donc c'est bien l'hormone qui va être hyperglycémiante, donc qui peut être utile pendant le sport. Mais quand on dit hormone du sport, ça va être vraiment l'adrénaline qui va agir sur les muscles pour pouvoir leur faire créer du glucose et avoir de l'énergie. Mais le glucagon va quand même pouvoir agir pendant le sport au niveau du foie. Donc lui, en fait, le glucagon, il repère l'hypoglycémie au niveau du sang et va permettre de recréer du glucose dans le foie. Donc il va quand même avoir une action, mais l'hormone du sport à proprement parler, c'est bien l'adrénaline. Ensuite, on vous disait l'insuline est augmentée. Alors ça, c'est faux. L'insuline, c'est l'hormone qui va être hypoglycémiante, donc plutôt donc en postprandiale. Donc là, l'insuline, elle va être inhibée par l'adrénaline. Donc une fois que l'adrénaline est sécrétée, l'insuline est plutôt inhibée, donc ne va pas pouvoir agir. Le renouvellement de l'ATP par la voie aérobie est plus rentable. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est une proposition assez classique. Vous devez bien connaître que par la voie aérobie, on a en moyenne 32 ATP. On peut avoir 30 ou 32 ATP de produits quand on fait glycolyse plus cycle de Krebs plus chaîne respiratoire. Alors que par la voie anaérobie, on a juste la glycolyse qui aboutit au lactate. Là, on n'a que 2 ATP qui sont produits. Donc, la voie aérobie est bien plus rentable. Ensuite, on vous disait les réserves intramusculaires d'ATP sont très importantes et suffisent au bon fonctionnement des muscles. Ça, c'est faux. Les réserves en ATP intracellulaires, que ce soit dans les muscles ou dans les autres organes, c'est à chaque fois des stocks qui sont très faibles, donc qui c'est consommé immédiatement. En fait, l'ATP, ça, faut que vous fassiez le lien un peu avec la bioénergétique au niveau de l'activation, l'énergie libre d'activation. Et bah, l'ATP, elle n'a pas une grosse énergie libre d'activation. Du coup, les stocks vont être tout le temps épuisés et renouvelés. En fait, c'est très facile pour l'ATP d'entrer en réaction, donc d'être dégradé. Ensuite, pour la 4, je veux que tu passes, Louise, s'il te plaît. Merci. Le glucose circulant se dirige exclusivement vers les muscles. Alors non, il va bien sûr aussi se diriger vers le cerveau qui a toujours besoin de glucose. Donc le cerveau qui est l'organe le plus glucodépendant. Donc pas oublier à chaque fois, de toute façon, le cerveau, il est perfusé pareil qu'on soit en exercice ou pas. Il a toujours besoin du glucose, donc il ne faut pas l'oublier. Les protéines sont rapidement dégradées pour produire de l'énergie. Ça, c'était faux aussi. Les protéines, elles sont très rarement dégradées pendant l'exercice. À moins que vous couriez pendant 30 jours d'affilée sans jamais vous arrêter, normalement, vos protéines, elles restent intactes. C'est vraiment un stockage qui reste. Donc, on consomme surtout du glucose et des lipides. Et les muscles peuvent effectuer la néoglycogénèse. Ça, c'est faux. La néoglycogénèse, c'est seulement dans le foie. On en a un peu dans le rein, mais c'est vraiment dans le foie l'organe principal. Donc, les muscles qui ont besoin de glucose, on verra comment c'est régénéré par le cycle de Cori plus tard. Donc ensuite, on part sur un exercice qui va être de courte durée et d'intensité élevée. Donc, par exemple, le sprint, mais on peut même prendre des exercices qui durent en moyenne 1 minute. Donc là, vous avez un petit diagramme qui vous représente les 3 voies de régénération de l'ATP.
Donc, il y a la voie anaérobie lactique, la voie anaérobie alactique et la voie aérobie. Donc, je ne sais pas si en cours, vous avez vu la voie anaérobie alactique, mais en fait, c'est elle qui va être activée en premier quand on commence à faire du sport. Ça va être, en fait, dans votre muscle, les réserves en ATP peuvent être dégradées grâce à la créatine phosphate. La créatine phosphate, c'est une molécule qui donc a un phosphate, comme on dit, et qui va permettre d'hydrolyser l'ATP pour le consommer. Et donc ça va être vraiment dans les toutes premières secondes, dans les 10 secondes, dans les 10 premières secondes, on consomme notre créatine. Du coup, ça, c'est la voie anaérobie alactique, parce qu'on n'a pas de production de lactate comme quand on passe par la glycolyse anaérobie. Ensuite, dans un second temps, on a la voie anaérobie lactique qui se met en place. Donc, on voit la courbe bleue. Donc, il va se mettre en place quand même assez vite. Mais comme elle va produire du lactate qui est nocif, on va vite passer le relais à la voie aérobie, mais qui met bien sûr plus de temps à arriver. Donc, pas pour un exercice de courte durée. Et donc ensuite, pour un exercice d'endurance, donc des courses un peu plus longues, où on a donc la voie aérobie qui n'est pas activée immédiatement, ça met toujours plus de temps. Donc c'est toujours la glycolyse anaérobie qui est en premier. La première source d'énergie est le glucose. Ça, c'est vrai si je considère pas ici la créatine phosphate. Du coup, le glucose est le premier consommé par rapport aux lipides. C'est pareil que pendant le jeûne, le glucose se dégrade beaucoup plus rapidement que les lipides. Du coup, ça va être lui qui va enclencher en fait qui va enclencher le métabolisme pour produire de l'énergie. Du coup, les lipides arrivent après. Et donc, proposition D, ce que je viens de dire, l'oxydation des acides gras permet une production plus rapide d'ATP que la dégradation du glycogène. Ça, c'est faux, du coup, c'est l'inverse. Et en fait, dans un exercice d'endurance, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un équilibre entre l'oxydation des acides gras et la dégradation du glucose, et principalement du glycogène, qui est la forme de stockage dans le muscle, pour pouvoir avoir de l'ATP tout le temps. Parce que si on consomme tout notre glucose d'un coup, après, forcément, notre activité va devoir être réduite parce que les lipides mettent plus de temps, donc c'est comme si on courait pendant 15 minutes super bien à un bon rythme, et que d'un coup, hop, on n'a plus de glucose, du coup plus d'énergie, et on doit courir beaucoup plus doucement. Alors que le but d'un exercice d'endurance, c'est de garder le même niveau d'énergie. Donc il va y avoir un équilibre dans notre organisme pour consommer à la fois les lipides et le glucose de façon régulée, pour justement avoir de l'énergie en continu et de façon assez proportionnelle. Voilà, c'est tout bon pour moi. Donc là, un petit tableau récap avec les durées. Donc là, on voit que la voie aérobie se met quand même en place au bout de 2 minutes d'exercice, donc ça met quand même beaucoup plus de temps. Et l'ATP, la voie anaérobie lactique avec la créatine phosphate dure quand même que 12 secondes. Du coup, soit vous faites un 100 mètres à la Usain Bolt, soit on va consommer assez vite le glycogène. Voilà, c'est bon, Louise. Merci. Donc, on va voir organe par organe ce qui se passe. Donc, dans le muscle, il est principalement soumis à l'adrénaline lors d'un exercice musculaire. Et donc, son but, ça va être vraiment de consommer l'énergie. Lui, il est actif. Donc, pour que ces protéines pour que la contraction soit efficace, il a besoin d'énergie, donc il a besoin d'ATP. Donc, on va avoir toutes les voies de la dégradation qui vont être activées. Donc, la glycogénolyse. Donc, toutes les réserves en glycogène vont être dégradées pour faire du glucose qui va entrer dans la glycolyse. Ensuite, pour produire de l'ATP, toujours. Donc, la glycogénogénèse, ça, on n'en a pas forcément. On ne va pas essayer de produire du glycogène alors qu'on est en train de le dégrader. On va avoir de la lipolyse, donc les acides gras il y en a un peu circulants, mais ça va être surtout les acides gras qui vont être amenés par les adipocytes, ce qu'on verra après, donc qui sont aussi une source d'énergie, et donc forcément on n'a pas de lipogénèse en contrepartie.
Ensuite, on va passer dans le foie. Donc lui, le foie, comme je disais tout à l'heure, il va être soumis à l'action du glucagon. Ça va être le glucagon qui va, au niveau des concentrations de glucose, ça va baisser. On va se retrouver presque en hypoglycémie. Du coup, le glucagon va activer va activer dans le foie toutes les voies de production du glucose. Et donc arrêter les voies de dégradation. Donc, on dit un peu que le muscle, il est égoïste alors que le foie, il est généreux. Bah, c'est vraiment ça. Le muscle, il garde toutes les réserves pour lui. C'est pour sa propre consommation, alors que le foie, il produit à fond pour suppléer, pour alimenter le cerveau, pour alimenter les muscles. Du coup, là, dans le foie, la pyruvate kinase, elle ne va pas être activée, on n'a pas de glycolyse. La néoglycogénèse, ça va être activé à fond justement pour envoyer du glucose après au foie. Et la glycogène synthase est inhibée alors que la glycogène phosphorylase est activée. Donc le foie dégrade même son propre glycogène pour pouvoir envoyer le glucose aux muscles. Et enfin, donc, dans les adipocytes, qui vont être aussi soumis à l'action de l'adrénaline, et pas du glucagon cette fois, je crois que vous n'aviez pas sur le sujet la B, justement, l'hydrolyse des triglycérides, qui était la seule de juste, donc c'est un peu bête. Donc vous avez dû trouver tout faux. Donc, dans les adipocytes, c'est bien les acides gras qui sont stockés sous forme de triglycérides. Et donc, les adipocytes, ils vont hydrolyser leurs triglycérides pour pouvoir justement les envoyer en tant qu'acides gras dans les muscles, pour que les muscles fassent la lipolyse et de l'ATP sous cette forme. Donc, on voit que c'est bien de faire du sport pour les graisses. Les graisses sont bien hydrolysées et transformées en énergie. Donc, si vous voulez perdre du gras, c'est un très bon moyen. Donc, voilà un petit schéma récapitulatif. Donc, le muscle, lui, il a besoin d'ATP pour fonctionner. Donc, il va faire toutes les voies cataboliques, dégrade le glucose présent dans les cellules, au début avec la glycolyse anaérobie et ensuite aérobie. Mais il a très peu de glucose stocké directement dans les cellules, donc il va vite dégrader le glycogène, faire la glycogénolyse. Et on a la lipoprotéine lipase qui va capter, qui va faire rentrer les acides gras dans le muscle pour pouvoir faire la bêta-oxydation. Et donc le muscle ne peut pas faire de néoglycogénèse, donc il est vraiment dépendant du foie là-dessus. Donc détruisez pas trop votre foie non plus. Avec de l'alcool, vous en aurez besoin pour faire du sport. Et le foie, donc, il doit bien apporter le glucose au muscle. Donc, il n'a pas de glycolyse. Lui, vraiment, il produit juste du glucose et il dégrade le glycogène. Et donc, les adipocytes, qui est le lieu de stockage d'acides gras, va pouvoir envoyer ces acides gras et le glycérol. Je n'ai pas parlé du glycérol qui, lui, va être envoyé dans le foie pour participer à la néoglycogénèse. Donc voilà, ils ne stockent pas de glucose, donc ils n'ont pas de glycogène à dégrader, donc ils n'ont que les acides gras qu'ils envoient aux muscles. Voilà pour les organes. Et donc, dernier point, vous avez dû entendre parler du cycle de Cori, qui est un cycle qui est très important pour ne pas faire d'acidose lactique. Donc, voilà, comme c'est mis dans la baie. Donc, ce n'est pas un couplage glycolyse-glycogénogénèse, c'est un couplage glycolyse-néoglycogénèse. Bien faire gaffe. Donc, il permet d'éviter l'acidose lactique. Vous savez, quand vous avez les jambes qui vous brûlent après avoir couru trop d'un coup et sans bien respirer. Donc, en fait, le lactate qui va être produit par la glycolyse anaérobie, donc qui se met en place au début de notre activité physique, il va être libéré dans la circulation générale, donc dans le sang, pour aller jusqu'au foie. Et dans le foie, qui peut faire la néoglycogénèse, il va être transformé en glucose. Et hop, le glucose retourne dans le muscle. Donc ça, c'est vraiment un cycle à bien connaître. Voilà, en plus, il est assez simple. Hein. Vous avez votre muscle qui fait la glycolyse, hop, le pyruvate devient un lactate parce que justement, la glycolyse aérobie met plus de temps à se mettre en place. Hop, le lactate va jusqu'au foie pour être transformé en glucose. Voilà, voilà. Faites du sport, c'est important. Ensuite, on va parler des bilans énergétiques pour terminer. Ce qui est important quand on parle des bilans énergétiques, c'est de bien visualiser les réactions. Donc, j'ai fait quelques petits rappels de la bêta-oxydation.
Alors, pour la bêta-oxydation des acides gras saturés, tu peux passer le diapo. Alors, la bêta-oxydation va produire comme composé important l'acétyl-CoA qui sera oxydé dans le cycle de Krebs, deux coenzymes importants, dont le NADH+, et le FADH2. Lors de la première étape, ce sera le FADH2 et lors de la troisième étape d'oxydation, ce sera du NADH+. Alors, la bêta-oxydation se fait en 4 étapes et à la fin de cette étape, l'acide gras perd de carbone et va perdre des carbones jusqu'à son épuisement, c'est-à-dire jusqu'au dernier tour où on va avoir à ce dernier tour 2 acétyl-CoA. Mais ce n'est pas parce qu'on a 2 acétyl-CoA qu'on aura 2 FADH2, donc il faut bien faire attention quand on fait le bilan. Voilà, on va passer rapidement là-dessus. Ensuite, pour la bêta-oxydation des acides gras insaturés, c'est à peine plus compliqué. En fait, la double liaison, elle est avec les acides gras insaturés, elle est un peu mal positionnée. Donc, il va falloir des enzymes supplémentaires pour déplacer cette double liaison. Alors, il y a 2 cas. Si la double liaison est impaire, on va avoir besoin de la déhydroacyl-CoA isomérase qui va convertir la double liaison 6 du 6-déhydroacyl-CoA en trans-déhydroacyl-CoA. Et le trans-déhydroacyl-CoA, c'est le produit de la première étape d'oxydation. Donc, ensuite, on va pouvoir repartir sur la voie habituelle de la bêta-oxydation, sauf que la déhydroacyl-CoA isomérase, elle ne produit pas de FADH2. Donc, pareil, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte dans le bilan. Et si la double liaison est paire, alors cette fois-ci, on va avoir besoin de la 2,4 dionyl réductase pour transformer, pour déplacer notre double liaison. Et la dinyl-CoA réductase va produire le 6-déhydroacyl-CoA. Et le 6-déhydroacyl-CoA va être converti par la même enzyme du cas des double liaisons impaires. Donc, on va aussi chanter cette étape de production de FADH2 comme au-dessus. Et aussi pour le cas des double liaisons paires, on aura besoin d'un coenzyme spécial, le NADPH+. C'est un coenzyme assez important parce qu'on en a besoin pour... c'est assez rare et on en a besoin pour l'oxydation des glutations, entre autres pour la production de cholestérol et la biosynthèse d'acides gras. Donc voilà, c'est ça à prendre en compte dans le bilan. Alors, on va pour la correction de l'exercice. Je parlais de steak et le gras du steak, c'est l'acide stéarique, donc c'est une vraie info. Et aussi d'une vinaigrette faite d'huile de noix. Et l'huile de noix est riche en acide linoïque. Alors, l'acide stéarique, dans votre cours, vous pouvez retrouver l'info, c'est un acide à 18 carbone. Et l'acide linoïque, pareil, c'est un acide à 18 carbone, mais lui, il comporte deux liaisons doubles, une à la 9e position et une à la 12e position. Donc, pour l'acide, on va commencer par les acides gras saturés. L'acide stéarique, alors, vu que c'est composé de 18 carbones et que l'acide CoA l'acétyl-CoA est lui composé de 2 carbones, on fait 18 divisé par 2
Et on sait qu'on aura besoin, 18 divisé par 2, c'est 9. On sait qu'on aura besoin de 9 CoA. Mais on sait aussi que lors du dernier tour, on aura lors du dernier tour, on aura 2 acétyl-CoA de produits. Donc, il faut faire, pour connaître le nombre de tours qu'il faut pour réduire un acide gras, on fait 18 divisé par 2 moins 1 pour enlever l'acétyl-CoA, pour connaître le nombre de tours. Donc, si on a un acide gras saturé, on aura production de 9 acétyl-CoA, 8 FADH2, 8 NADH+. Et en parallèle, pour les acides gras insaturés, alors on a la production du même nombre d'acétyl-CoA, mais ce qui va être différent avec les acides gras saturés, c'est le nombre de coenzymes. Alors, vu qu'on a une liaison paire et impaire, on aura besoin d'un coenzyme pour la liaison du coenzyme NADP-HH+ pour la liaison paire, et on va avoir 2 FADH2 qui ne vont pas être produits. Donc, dans le bilan total, on aura 9 acétyl-CoA, 6 FADH2, 8 NADH+, parce que ça ne change pas, et un NADP+, qui va être... c'est celui qui a été consommé pour déplacer la double liaison paire. Et donc, ça nous donne notre bilan. Ensuite, je vous demandais la localisation et le type de métabolisme. Ça, c'était simple. C'est une oxydation qui se fait au niveau des mitochondries. C'était juste un petit rappel. Ensuite, toujours pour rester dans la simplicité, parce qu'on est des gens simples, tu peux passer. Alors, pour connaître la quantité d'ATP, je vous parlais d'acide stéarique et d'acide linoléique. Ça veut dire que c'est pas... je vous parlais de la forme non activée. Donc, dans le bilan, il ne faut pas oublier d'enlever les 2 ATP qui vont permettre l'activation de nos acides gras. Donc, il y aura activation de l'acide stéarique en stéaryl-CoA et l'activation de l'acide linoléique en linoléyl-CoA. Et tout ça nécessite 2 ATP. Peu importe que ce soit un acide gras saturé ou insaturé. Ensuite, pour la quantité d'ATP produit. Un acétyl-CoA, il va entrer dans le cycle de Krebs, et vous savez que la dégradation d'un acétyl-CoA dans le cycle de Krebs permet la production de 10 ATP. Donc, on a 9 acétyl-CoA, ce qui nous fera en tout 90 ATP. Ensuite, le FADH2 et le NADH+ vont entrer dans la chaîne mitochondriale et ils vont donner ce qu'on appelle des équivalents d'ATP. Un FADH2 est égal à 1,5 ATP et un NADH+ est égal à 2,5 ATP. Donc, 1,5 plus 2,5, ça nous fait 4. 4 fois 8, ça nous fait 32. Et on fait 90 plus 32, ça nous fait 122 ATP. Et donc, au total, ça nous fait 122 moins les 2 ATP qui ont été nécessaires à l'activation de l'acide stéarique. Ça nous fait 120 ATP. Dans le cours, on trouvait une autre formule, c'était 14 fois le nombre d'acétyl-CoA moins 6, qui était le nombre qu'on doit enlever, parce qu'au dernier tour,
il y a production un seul NADH+ et un seul FHDH2, alors qu'il y a production de 2 acétyl-CoA. Ensuite, en parallèle avec pour les acides gras insaturés, on a toujours production du même nombre on a toujours les 90 ATP parce qu'on a le même nombre d'acétyl-CoA, sauf qu'on a 6 FADH2, donc ça fait 6 fois 1,5, c'est égal à 9 ATP, et 8 NADH+, donc ça fait 20 ATP. Le tout, ça nous fait 119 ATP, moins les 2 ATP de l'activation pour activer l'acide linoléique, ce qui nous fait 117 ATP. Et voilà. C'est pour ça qu'en fait, pour les acides gras insaturés, ils produisent moins d'ATP que les acides gras saturés pour le même nombre de carbone. Je crois que j'ai tout dit. C'est bon, t'avais plus rien après, Sarah? Ouais, je crois. Les petits messages m'ont un peu perturbée. Mais bon, c'est pas grave. Ah non, s'il te restait ça, juste à la fin, un dernier. Ah oui, bah ça c'est juste le tableau récap. Ouais. Pour, en gros quoi. Voilà, c'est ça. Ok, donc là on a fini. Vous allez pouvoir poser les questions. Levez bien la main, ça serait plus simple. Avant de commencer, j'ai tout donné. J'ai fait un copier-coller du diaporama pour pas qu'il voit. Donc voilà, c'était juste pour remercier Wissam, parce que du coup c'était notre référent cette année. Que du coup c'était sa dernière référence en UE1 et que voilà, je pense que je parle au nom de l'équipe, mais on remercie tous pour le travail qu'il avait fait. Il a toujours été aussi sérieux. Tous les QCM, ils ont été là. La plupart, ils ont pu être vérifiés par les profs grâce à lui, parce que c'est lui qui s'occupait de tout. Donc il a fait un boulot génial, donc voilà, je parle pour tout le monde, mais on remercie le boss. Voilà. Et non, je vais pas réactiver ton micro, comme ça tu pourras pas reparler. C'est bon normalement. Voilà, Ok. tout le monde met des cœurs parce que tout le monde te love. Waouh. Déjà, merci beaucoup, c'est gentil. Je voulais juste vous dire que voilà, cet ED, du coup, il marquait le dernier projet de la Team U1 de l'année. Là aussi, la dernière fois qu'on vous voyait. Et tout d'abord, j'espère que ça vous a plu, parce que cet ED, c'était vraiment mon bébé. Parce que je suis un grand fan de Bioche et que c'était moi j'avais proposé ce projet l'année dernière. Et du coup, j'avais de grosses attentes dessus. J'espère qu'elles ont été, en tout cas, qu'elles ont comblé mes vôtres aussi. Donc voilà, ça me fait un peu bizarre. Vraiment, c'était mon dernier projet. C'était la dernière fois que j'apparaissais en U1 et la dernière fois que j'apparaissais aussi en tant que référent en U1. Ça m'a demandé tellement d'investissement que là, je suis à la fois soulagé et ça me fait bizarre. Mais bon, bref, je vais pas monopoliser le truc, on s'en fout. Mais je vais pas faire un roman, mais on rentre dans une période importante pour vous. Parce que là, on va pas vous revoir. Là, donc on va rentrer dans une période qui est franchement importante pour vous. Donc je voulais juste vous dire de rien lâcher jusqu'à la fin, comme vous l'avez toujours fait depuis le début. Qu'il faut que vous continuiez de travailler. Mais franchement, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire ça. Mais je voulais juste vous dire que vous allez cartonner, que ce soit ici ou ailleurs. J'en suis persuadé, que je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite, que de réussir, que ce soit professionnel, scolaire, ce que vous voulez. Puis voilà, on se reverra au ESD dans tous les cas. Hein, je ne vais pas crever, hein, mais voilà. Donc, grosse force à vous. Et voilà. Non, au moins ça vous a servi à quelque chose. Là, vous avez trouvé une nouvelle chose à faire sur les Zooms. Vous direz pas que c'est à cause de nous, hein, parce que les autres vont nous détester. Alors, faut que je retourne où j'en étais. Ouais, ça, on met partout. C'est terrible. Et remercie pas. Et je suis un gros connard, hein, mais je l'ai pas dit, mais clairement, j'y suis pas pour rien. Il n'y a pas que moi qui ai géré le U1. J'ai eu une équipe incroyable. Ils ont tous fait de super QCM. Moi, j'étais juste là pour chapeauter derrière, mais toute l'équipe a géré. Donc, vraiment, merci à eux. Remerciez-les autant que vous remerciez moi. Parce que j'aurais pas pu faire tout ça sans eux. Et ils ont été tous incroyables. Et vous aussi, vous avez été incroyable de participer comme ça avec autant d'engouement. Donc, merci à mes tuteurs et puis merci à vous. Voilà, donc on va passer aux questions maintenant. Hop, donc là j'ai une question déjà. Hop, demandez la réactivation du micro. Pour Simon, normalement tu peux parler. Salut à tous. Voilà, c'est bon.
Lorsque l'on parle de bilan énergétique, par exemple pour la glycolyse, le cycle de Krebs ou la bêta-oxydation, est-ce qu'on prend en compte les NADH et les FAD en plus ou juste les 2 ATP? Genre, est-ce qu'on doit convertir dans notre tête les NADH et FAD en nombre d'ATP lorsqu'on nous demande les bilans énergétiques lors de la glycolyse, par exemple? Moi, je dirais que oui, mais Landrax, tu peux rallumer le micro de Sarah, c'était ses questions, je crois. Désolée, bah oui, vous les avez questions, tous enlevés. Il n'y a pas Sarah. Monsieur, il est là. Moi, elle a pas sa caméra, si? Ah si, c'est Et bon, elle est c'est là. Voilà. C'est bon. Mais oui, je pense que oui, il faut bien- Alors, il faut compter le NADH et le NAD et le FADH2, mais il ne faut pas compter le NADPH+, parce que lui, il rentre pas. Enfin, c'est tous les coenzymes qui rentrent dans la chaîne mitochondriale qui vont donner des équivalents d'ATP, et c'est eux qu'on va compter, mais pas le NADPH+. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, ils font partie du bilan énergétique. Ok. Hop, je suis en train de regarder en même temps les questions. T'avais une autre question ou pas, Simon? Ouais, ben, c'est un peu confus, mais Bah vas-y, hésite pas. genre en fait, je comprends pas vraiment comment on compte les ATP à chaque fois dans les bilans. faut que tu fasses les équivalents, en fait. Un GTP, c'est l'équivalent d'un ATP. Après, un FADH, ça doit être 2,5. Un NADH, ça doit être 1,5. Mais tout ça, c'est écrit dans ton cours, normalement. Ouais, en fait, faut vraiment juste compter les ATP, les GTP, et ça va tout rentrer dans la même catégorie, c'est équivalent d'ATP, et aussi le nombre d'ATP qui vont être produits avec le NADH et FADH. Et par contre, en QCM, on posera surtout la question pour la glycolyse, et ça, c'est noté dans le cours, ou alors pour la bêta-oxydation, et pour la bêta-oxydation, il y a aussi une formule qui est dans le cours. Si ça peut t'aider, c'est 14 n plus 4 ou plus 6. Enfin, bref, 14N moins 6. 14 n moins 6, voilà, c'est ça. Donc, pour la bêta-oxydation, la formule, elle est donnée dans le cours en fonction de ton nombre de carbone dans ton acide gras. Pour ta glycolyse, c'est le nombre qui est donné dans le cours directement, et normalement, le reste, on ne demandera pas de calculer le nombre d'ATP de la réaction. Donc, Ok. Et si je peux rajouter quelque chose, là, c'est vrai que du coup, dans le D, on a détaillé, enfin, on a fait plein d'exemples et tout ça, mais le jour des partiels, apprends bien, toi, ça sera suffisant ce qu'il y a dans ton diapo, genre le bilan du coup de la glycolyse, 30 ou 32 ATP. Et pour la bêta-oxydation, tu apprends ta petite formule et en général, et l'exemple du cours, et ça sera suffisant. Mais là, on t'a fait plein d'exemples pour essayer justement de comprendre comment ça fonctionnait, mais c'est pas des choses qui tomberont forcément en concours. C'est vraiment pour que pour mieux comprendre comment ça se passe. Je peux aller un peu plus loin parce que j'ai l'impression que ta grosse problématique, c'est vraiment de savoir. Enfin, je pense que tu vois à peu près où est-ce que l'ATP est formé, mais tu sais pas, est-ce que à ce moment-là, je dois le compter ou pas. Enfin, genre, quand on parle de bilan, à quel moment on doit s'arrêter? C'est ça ou pas qui te pose problème? Oui, Genre c'est savoir ça, exactement. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Ben, du coup, dis-toi bien que si on te demande le bilan de la glycolyse, dis-toi que le bilan de la glycolyse, on va te demander. En fait, il faut que tu différencies, par exemple, si on te demande le bilan de l'oxydation complète d'un glucose. L'oxydation complète d'un glucose, c'est vraiment, tu vas partir du glucose et tu vas aller jusqu'à la chaîne respiratoire, tu vois, où là, il va y avoir la production des 32, 36 ATP, je ne sais plus exactement. Ou pareil pour un acide gras, l'oxydation complète avec 120 ATP, des trucs comme ça. Ou alors, si on te demande le bilan de la glycolyse, ben là, tu t'arrêtes vraiment à la fin de la glycolyse. C'est le bilan que tu as dans ton cours, où ta formation de tel nombre d'ATP, le cycle de Krebs, ta formation de tel nombre d'ATP. Enfin, c'est vraiment, il faut que tu différencies ce qu'on te demande. Soit c'est pour le cycle de Krebs, de toute façon, logiquement, à la fin de chaque cours, tu as un bilan, enfin, il te fait le bilan énergétique de chaque cycle. Mais dis-toi qu'à tel cycle va permettre de contribuer à l'oxydation. Mais quand on parle d'oxydation complète, c'est vraiment jusqu'à la bêta-oxydation. Enfin, jusqu'à la CRM, je veux dire, excuse-moi. Ok, et je peux demander un truc? ouais. Du coup, si on va pas jusqu'à l'oxydation complète, qu'on fait juste la glycolyse, on compte les 2 ATP ou aussi les NADH qui nous donnent du coup 7 ATP? Bah, s'ils Juste disent, les par ATP. exemple, ouais, voilà.
En gros, tes NADH, quand on dit les équivalents, que genre un NADH c'est 1,5 ATP, c'est quand c'est passé par la CRM, parce que c'est pendant la chaîne respiratoire que, c'est la chaîne respiratoire qui va utiliser tout ce pouvoir oxydant pour pouvoir, pouvoir réducteur par contre, pour pouvoir faire de l'ATP grâce à l'ATP synthèse en fait. C'est là où tes coenzymes vont donner les ATP en gros. Enfin, c'est là où ça va se transformer. Enfin, ça se transforme pas vraiment, mais c'est là où les équivalences vont se faire. C'est grâce à la chaîne respiratoire. Ok, ça marche. Merci. Tu peux couper l'enregistrement. Pas de souci. Oh oui, mon Dieu. Oui, bah je On le couperai. coupera, Je c'est pas couperai. très grave. question. Euh,